Nous avons choisi d'intituler cette rencontre, cette discussion, Regard croisé de capoeiristes, Fina Flor, Carioca et Edelweiss dans la capoeira. Nous allons croiser les expériences de deux capoeiristes suisses, Tartaruga et Geraldinho, avec le point de vue de Nestor Capoeira. Gérard Chardon, tu as passé 5 de tes jeunes années à Rio de Janeiro, entre 18 et 24 ans. Tu apprends la capoeira dans différentes écoles, tantôt dans le cadre universitaire avec Maître Boneco, par exemple, mais aussi dans des favelas avec le groupe Tamanduá, en participant à des projets sociaux, ou encore dans les quartiers plus bourgeois de Gavea, avec Maître Garrincha, Gilles Velho et Nestor Capoeira. Actuellement, Gérard, ou Geraldinho, un de ses surnoms de capoeiristes, tu pourras nous en dire plus, anime l'association Capoeira Legal dos Alpes, à Sierre, un groupe qu'on peut caractériser par son implantation locale, donc valaisanne, vous l'avez compris. Christian Bomberger, de ton nom de guerre Tartaruga, donc Tortue. Tu commences également la capoeira à 19 ans, mais une dizaine d'années plus tôt, en 1983, tu rencontres Maître Louarasta. Nous sommes là vraiment au tout début, dans les années rock'n'roll du phénomène capoeira. Actuellement, tu travailles avec l'association Hopi Clown, qui rencontre des enfants dans les milieux hospitaliers. Et vous, Nestor, toi, Nestor Capoeira, tu pratiques la capoeira depuis plus d'un demi-siècle. Tes premiers pas, ta première ginga a été effectuée en 1960 avec le défunt maître Léopold Ginga. Tu as ensuite rejoint en 1969 le groupe Senzala du Rio de Janeiro. 68. D'accord. Et reçu la corde rouge de maître, qui est donc le plus haut grade. En 1990, tu quittes le groupe et développes, selon ta propre vision, une méthode d'enseignement, l'école à Nestor Capoeira. Oui. Mais revenons à 1971. Tu enseignes la capoeira à la London School of Contemporary Dance. Tu es le premier à donner ses cours, hormis les capoeiristes qui sont passés en Europe dans le cadre de tournées folkloriques. Comment s'est passée cette expérience? Bon, je n'ai pas venu pour donner des cours de capoeira en 71. Né? J'étais ingénieur à Rio, dans la compagnie qui distribue l'énergie électrique dans la ville. Et aussi, déjà, j'ai donné des cours de capoeira d'après 69. Et mon idée, mon curiosité, c'était le mouvement hippie, que ça se passait beaucoup à Londres, à Amsterdã, Copenhague, et aussi à Californie, aux États-Unis. Et j'ai venu pour ça. Et pour ma surprise, c'était l'été de 71 à Londres. Et je m'entraînais dans un parc qui avait près de chez moi. Et une fille, un jour, s'arrêtait là, et un mec, papa. Et dans 2 semaines, il y avait déjà 3 ou 4 mecs, tous les jours, après 4-5 heures, j'étais là jusqu'à 8 heures du soir. Ils venaient s'entraîner un peu avec moi. Et un jour, m'y apparaît une fille qui faisait une maîtrise en danse à Londres, dans le London School, que c'était une école de la ligne de Martha Graham, de la danse moderne. Et elle me dit, tu ne veux pas donner une petite exhibition dans ce truc à notre école? Ce moment-là, la danse, les arts en général, à cause de ces trucs de mouvement hippie, tout le monde était très ouvert pour de nouvelles contributions, de nouveaux apports. Né? Et bon, voilà, j'étais dans cette école, j'ai donné un cours et plusieurs personnes, et je suis invité pour donner des cours là 4 fois la semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'avais pas une idée que la capoeira peut être enseignée dehors du Brasil, parce qu'à ce moment, au Brasil, on avait seulement la capoeira Bahia, que était la matrix, la terre. À Rio, on avait une dizaine de maîtres,
Et à São Paulo, un autre des plus grandes villes du Brésil, aussi on avait 10 ou 12 mètres. C'était une chose petite. Dans le reste du Brésil, rien ne s'est passé. Pour moi, c'était une surprise que la capoeira était bien acceptée ici. Et après, elle a fait tous ses succès. Et en 1971, qu'est-ce que c'était être capoeiriste pour toi à ce moment-là? Bon, pour moi, j'étais classe moyenne. Mon père était militaire, son père était militaire. De la côté de ma mère, ils étaient des avocats, politiciens. Et la capoeira, quand j'ai commencé dans les 1960, elle était encore regardée comme une chose un peu marginale, parce qu'elle était interdite pour loi d'après 1890 jusqu'à les 1930, 35, chose comme ça. Et c'était une chose qui était voyée avec une vision dépréciative. C'est une chose de malin, c'est une chose... Et aussi des visions racistes, c'est une chose de noir, c'est une chose de métis. Et ce n'était pas, dans ce moment-là, un truc qui a finalement trouvé son lieu comme un des piliers de la culture brésilienne, comme la samba, que c'est la musique, et des autres, les religions afro-brésiliennes, et tout l'ensemble des arts. Hein. Et à ce moment-là, pour moi, c'était une découverte, parce que la capoeira me ouvrait des portes pour tout cet autre univers qui n'était pas accessible à un jeune homme de classe moyenne, un bourgeois, que c'était la culture populaire brésilienne. Né? J'ai commencé à monter os morros, como é qu'on dit en français? Les collines, où sont les favelas, les ghettos brésiliens. Et j'ai trouvé ça bizarre, parce que comme je faisais bien la capoeira, quand j'arrivais là, je n'étais pas un mec qui était de la classe moyenne. J'étais comme si j'étais un joueur de football, un mec qui jouait de la samba. Oh, Nestor, bienvenue, parce que tu joues bien la capoeira. J'ai donné des cours dans quelques-uns de ces bidonvilles aussi. Ou déjà, j'avais cette idée de la capoeira comme une chose culturelle très forte. Mais le plus important pour moi, là, dans ce moment, 71, j'avais 25 ans, c'était le truc physique du jeu dans la roda, de jouer avec une autre personne. E aussi l'entraînement qu'on faisait beaucoup, et je sentais chaque 3 mois ou 6 mois que cet entraînement intensif me donnait chaque fois plus de facilité pour m'exprimer, pour dialoguer avec les autres joueurs. C'était la même chose, je pense que tu commences à étudier, écrire, lire, ton vocabulaire commence à être plus grand, et l'exercice d'écrire aussi, ça, voilà. C'est ça comme je me sentais dans ce moment-là. Et derrière la diffusion de la capoeira dans le monde, actuellement, il y a tout un processus de migration et d'adaptation interculturelle. Quelles sont les différences principales entre l'exercice de ce métier au Brésil et l'exercice du métier en Europe? Je pense que tu as fait une bonne colocation quand tu as mis ce triangle, hein, qu'on a la globalisation, le local et l'origine. Hein. Et je pense que ça dit tout. Ça que se passe avec les mecs ou les filles qui viennent du Brésil pour donner des cours de capoeira en Europe, aux États-Unis, pendant tout le globalement, on parle d'Europe spécifiquement.
c'est que quelques-uns, ils sont pas des personnes qui peuvent se développer d'une façon à avoir une vision qui s'adapte à de nouvelles conditions, de nouveaux contextes et tout ça. Ça, on appelle les chocs culturels, toujours existent. Il y a des personnes qui n'ont pas la condition d'être flexibles ou de recevoir cette nouvelle information. Et, évidemment, si on fait une chose ici, ou de l'autre côté de la montagne, si on est au Valais, tu es de Fribourg, né? Il faut qu'on s'adapte à le social, à la culture de ce autre endroit. Et quelques des Brésiliens, eles n'arrivaient pas à faire ça. Un autre groupe qui arrivait, ils ont changé un peu le modèle qu'ils avaient au Brasil. Parce que au Brasil, spécialement avant, quand la capoeira a commencé, là, les âges, les choses, a faixa etária, como est-ce qu'on dit ça? Le truc éterne. L'âge des participants, des élèves au Brasil, était de 12 jusqu'à 22 ans. Et au commencement, et même dans les 1970 et 80 et jusqu'à 1990, les âges ici en Europe, c'était plutôt des personnes de 22, 25 ans jusqu'à 30, 35 ans. Ça veut dire, ou déjà, non seulement pour la culture, mais les âges font une grande différence. C'était beaucoup de gamins au Brasil qui vivaient avec son papa et sa maman. E ici, c'était des personnes indépendantes déjà. Ça veut dire un modèle plus autoritaire, comme dans l'école, quand tu as 12, 14, 15 ans, qui être inséré dans le modèle brésilien de donner des cours, ici ne marchait pas si bien. Il faudrait une chose un peu plus mûre entre les rapports de profs et les élèves. Ça, je pense que c'était une des choses. L'autre chose que c'était très forte, évidemment, ici, il faut qu'on arrive. Ici, c'est en air, on arrive en air. Au Brasil, tu peux être en retard 15 minutes, 30 minutes, c'est normal. Hein? Il y avait des choses ici. Mais ça, les mecs qui venaient, ils s'adaptaient vite. Les principaux, je pense que c'était les rapports sensuels ou sexuels, si on peut parler comme ça. Parce que, pas nécessairement dans la société brésilienne, mais dans la part plus alternative, surtout sur le samba, la musique brésilienne, qui était les maisons de la philosophie de le malandro brésilien. On a tous les sambas du malin qui vivent comme ça, dans la rue, ils jouent les cartes, et ils font la capoeira et tout ça. Et aussi la philosophie de la capoeira, qui était non seulement machiste, comme la culture brésilienne en général, mais elle apporte aussi cette autre chose, que c'est une alternative pour la morale de la classe moyenne occidentale et aussi la morale machiste. Et là, il avait un stéréotype de prof de capoeira qu'il doit avoir beaucoup de femmes, et que les trucs de mariage, c'est une connerie, et des choses comme ça. Une chose un peu plus proche dans cette philosophie de la malandragem, de le malin carioca, que c'est une chose très importante
pour comprendre la culture brésilienne, né? É. E ça, je pense que c'était un des points qui, même maintenant, reste difficile pour... c'est un des points forts de cet choc culturel entre le Brésil et les Européens. Alors j'aimerais passer la parole maintenant à ceux qui sont au quotidien sur le terrain en Suisse. Tartaruga en 1983, donc tu t'inities à la capoeira. Comment s'est passée cette rencontre avec la capoeira? En fait, ça s'est passé un peu par hasard. C'est-à-dire que moi, j'étais dans ma jeunesse intéressé aux arts martiaux et aux choses comme ça. Et j'avais 2-3 copains qui faisaient un peu du karaté, mais qui étaient tous des frimeurs notoires, assez insupportables. Et puis, j'ai toujours été assez attiré par le rythme, la culture africaine, depuis gamin. Et en discutant par hasard avec une de mes profs à l'école, qui était prof de théâtre, elle me parle de Loua, qu'elle avait rencontré dans un stage, justement, je ne sais plus trop quoi, c'était égal. Et il se trouve qu'à l'époque, Loua faisait un spectacle à Genève avec un Africain qui s'appelait Pakoye, qui était un percussionniste soliste du Burkina. Et puis, donc, moi, 3 jours plus tard, j'étais voir un spectacle où j'ai vu Loua et Paco, ainsi que quelques danseuses qui faisaient partie de l'équipe de Paco, qui avaient fait un spectacle ensemble et qui mélangeaient alternativement capoeira, danse africaine, qui jouaient de temps en temps djembé et birimba ensemble, enfin, qui mélangeaient tout ça. Et j'ai vu Loua et j'ai un peu flashé dessus. Et puis, j'ai vu aussi tous ces mouvements-là. J'avais trouvé une petite fiche, un petit document qu'on avait amené sur les arts martiaux qui expliquait que c'était un mélange de danse, de lutte. C'est un petit peu curieux justement comme concept. Et en fait, j'ai flashé là-dessus. Et c'était un lundi soir. Et le lendemain, les cours étaient à midi. J'ai commencé les cours. Et voilà. Et depuis, en gros, à part un petit break de 2-3 ans, quand j'ai plus de salle, j'ai fait de la capoeira régulièrement. Mais j'ai eu un parcours à l'époque, comme tu le disais, personne ne savait ce que c'était que la capoeira. Il n'y avait pas un livre, il y avait la Bible de Nestor Capoeira que j'avais pu photocopier parce que Loua m'avait prêté le livre Nestor, o pequeno jogador, manuel jogador capoeira. Donc j'avais fait les Xerox, j'avais gardé ça, je l'ai toujours dans mon petit... Ouais, sur les photocopies, je ne sais pas. Enfin bon, et avec, il y avait des séquences de bim, il y avait, voilà... Et donc voilà, c'est vrai qu'il n'y avait rien à l'époque sur cette capoeira, quoi. Les gens ne connaissaient pas, quand tu essayais d'expliquer, ils ne comprenaient pas à moitié de quoi il s'agissait. Et puis il n'y avait pas grand monde, surtout quand c'est, quoi. En dehors de Siquier, là, avec qui voilà, on avait de temps en temps des contacts. Et puis aussi, quand moi j'ai commencé à cette époque-là, Loua, il est resté... j'ai dû faire 1 année et demie à tout casser avec lui, et après il est parti au Brésil. Et c'était déjà un moment, ça faisait un petit moment qu'il était en Europe, je crois qu'il arrivait plus tôt que ce que tu as dit tout à l'heure. Donc il commençait à saturer, justement, il avait un peu de peine à s'acclimater à cette culture suisse qui n'est pas véritablement la même que la culture brésilienne, que ce soit au niveau du climat ou du tempérament ou de l'ouverture, enfin tout ça. Donc lui, il est parti et moi je l'ai rejoint 3 mois plus tard, il est parti avec sa femme. Et puis son premier enfant, et moi je l'ai rejoint là-bas, et là j'ai eu la chance de faire tous les jours de la capoeira chez Jean Piqueigne, au Fort Saint-Antonio. À l'époque, il y avait encore Papa Marel qui était là, et puis j'ai fait les échauffements de Jean Piqueigne et tout, tous les jours, et puis je me suis vraiment... Bon, j'aimais déjà bien, j'avais déjà accroché sur la capoeira, mais c'est clair qu'en passant ces 3 mois là-bas, en faisant les rods au Fort, ça m'a définitivement accroché. Et j'ai adoré justement le côté très simple, populaire, sans jugement de Jean Piqueigne, cette ouverture qui maintenant a un peu changé, la nouvelle génération étant arrivée, mais tout le monde pouvait jouer dans cette académie. Quel que soit ton âge, ton sexe, ton habillement, il n'y avait pas besoin, bon, tu ne peux peut-être pas être à torse nu, mais tu pouvais être en camisole, en t-shirt, il y en a qui jouaient avec des chaussures militaires, il y en a qui jouaient en chinelle, enfin voilà, il y avait vraiment... et il y avait de tout, et c'était super. De ton côté, Géraldine,
Géraldine, tu découvres la capoeira en 94 à Rio de Janeiro. Tu vas fréquenter le milieu de la capoeira pendant 5 années. Alors que s'est-il passé lors de cette expérience certainement marquante pour toi? Alors déjà, je profite pour préciser que si je suis parti en 1994 au Brésil, c'était pour découvrir la capoeira. Moi, je viens du karaté, du kickboxing à la base. Et puis, j'avais entendu parler d'un art martial de danse au Brésil. Et puis, mon premier voyage au Brésil a été vraiment pour ça. Et puis, une fois arrivé, je me souviens que c'était à São Paulo. J'ai eu l'occasion de voir la capoeira. Et ça a été vraiment une découverte dans le sens où, pour moi qui venais du karaté, quelque chose de très rigide, très, très contrôlé, de voir ce jeu un petit peu rythmé, musical, envoûtant, ce jeu, fin de compte, pour résumer tout ça, ça m'a fasciné. Donc effectivement, j'ai répété mes voyages de 94 à 2000, non pas seulement qu'à Rio, mais dans tout le Brésil. L'idée que je me suis fixée à la base, j'ai vite compris la chose. En fait, à Rio, j'ai été voir plusieurs groupes au début. On m'a baptisé 5 fois, en tout cas. Donc, j'ai des noms. Je m'appelle Montagne, ou Abacaxi, Géraldine, ou Amomia. On m'a donné tous les noms possibles, imaginables. Donc, j'ai assez vite compris qu'en fait, quand je rentrais dans un groupe, l'intérêt il était vite de me prendre et puis de dire, voilà, on va essayer de le garder chez nous. Mais on va dire, j'ai pas essayé de fuir ça, non, au contraire, j'ai essayé quand même de participer à ça, participer au groupe, parce que c'était important aussi. Mais je me disais que chaque 6 mois, j'allais voir un petit peu ailleurs, dans les différents endroits du Brésil, que ce soit de la capoeira angole ou de la capoeira régionale. J'ai aussi été au Fort du Sant-Antone, par exemple. C'était aussi une expérience géniale que j'ai adorée. Et pour aussi parler de la capoeira angola à Rio, il y avait Man, aussi au Catech. Là, c'était aussi une très très bonne expérience. Dans la régionale, effectivement, j'ai eu une rencontre avec Nestor. Avec Nestor, on a fait un moment ensemble. Mais Nestor m'a aussi marqué aussi beaucoup par ses livres. Effectivement, que j'ai toujours eu un petit peu en point de mire. On va me dire que c'était ma balance, tes livres, ils m'ont beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement des groupes, à ne pas me laisser non plus envoûter par ce système de graduation et des méga-groupes, en fait. Et voilà un petit peu ma découverte de la capoeira, comment elle s'est passée. Nestor, quelle a été l'influence du développement de la capoeira en Europe sur la pratique au Brésil? Bon, on a la capoeira dehors Brasil, ici en Europe, après 1971, et aux États-Unis, 1975. Hein? Ça veut dire, ça fait 40 ans presque. Né? Et, bon, au commencement, jusqu'à 2000 peut-être, un peu avant, pour moi, c'est évident qu'ici, la capoeira avait des caractéristiques, aux États-Unis, ils avaient aussi, que c'était différent du Brésil. Non spécialement dans les jeux, dans la partie physique, dans la musique, mais dans les ambiances de l'académie, les types de... les rapports de cette académie avec les villes locales où elle est, ce type de choses. Né? Et, par exemple, ces derniers 10 ans ont déjà un sens des effets de la capoeira européenne que je trouve que sont des effets très positifs sur les trucs du Brésil. Parce que au Brésil, il y avait, à mon avis, trop de compétition entre les maîtres, entre les groupes, entre les styles. Mais vraiment de compétition que, quelquefois, c'est de la bagarre. Tu vois, les mecs, si tu faisais la rue, tu vois, vraiment, ça se passe quelquefois comme ça. Et je pense que beaucoup, à cause de la culture machiste, évidemment, né, à cause les trucs de l'âge
qui étaient plutôt des adolescents, quand la capoeira commence à grandir, les 60, les 70 au Brasil, c'était une chose plutôt des élèves, et les jeunes sont plus... Né, ils veulent se firmer et tout ça. Pas? Et ici en Europe, je peux voir que pendant ces dernières 40 années, un autre modèle de rapport entre les groupes, plus il y a des compétitions ici, il y a des mecs qui sont amis avec les autres, comme des autres métiers aussi. Tu vas dans la musique, dans l'opéra, les mecs prennent les poumons, c'est terrible. Mais ici, si on a pour référence les modèles originels brésiliens, il y avait plus d'échanges, plus d'amitié, plus de camaradage entre les groupes. Et on voit ça très facilement dans quelques événements qu'il avait en Hambourg avec Paulo Siqueira, jusqu'à ça marchait très très bien de 1985 jusqu'à 2000. Et après, dans l'événement de Samara et Marreta, qui font les trucs à Amsterdã dans les Páscoa, como é que les Pâques, né? Les Pâques, né? Dans les Pâques. Là, on a peut-être 250, 300, 350 élèves. On a une grande place avec 3 trucs pour faire de baseball, né? C'est grande chose de porte. On a 3 cours pendant la journée, chacun dans un air, et chaque cours avec 3 profs. Et là, tu vas trouver un mec d'un style, un mec d'un autre groupe, un mec de papa. Ils sont tous là harmonieusement, la soirée, la danse, les mecs, les filles, on boit un coup, et on travaille beaucoup dans la journée. Ça veut dire, il y a une chose de socialisation générale, selon un modèle que c'est plus de camaradage que de compétition. Ça n'existait pas au Brasil. Le grand événement là, c'est mon groupe, que j'ai fait une chose. Peut-être j'invite 2 ou 3 autres mecs qui sont des groupes qui sont mes amis, et les autres sont des ennemis. S'ils viennent là, on va avoir des problèmes. Tu vois? Ça, c'est un méthode. Je parle un peu un stéréotype, mais c'est un peu comme ça. Né? E sinon, par exemple, en influence, quand je parle d'influence, je ne parle pas des choses que je pense, des choses qu'on peut voir, né? Sentir. Ou déjà, Suassuna, que je disais que lui, c'est un des 10 mecs les plus importants de la capoeira, Suassuna, c'est un autre. Et lui, il commençait à faire un événement, je pense que c'est janvier, tous les janvier, capoeirando, dans une petite ville où il y a un grand terrain au nord du Brésil, sur la plage et tout ça, dans le même modèle. Il appelle des profs de différents styles, différents groupes et tout ça, mais qu'ils sont des exceptions à la règle générale. Ils sont de bons joueurs, ils sont de bons profs, ils ont en tête qu'ils voudraient participer d'une chose avec des autres. Il fait, dans le soir, les personnes boivent, il y a des fêtes pour danser, que ça n'existait pas au Brasil. Tu fais un événement là, tout le monde fait les trucs. Quand ça s'est fini à 10h ou 9h, on mange un peu de fruits. Et chacun a comme je dis, c'est une chose un peu pour des adolescents. Il n'y a pas une chose mieux. Évidemment qu'il y a des mecs qui aimaient des sorties, on sortait ensemble, mais c'est une initiative propre des mecs, des élèves qui aiment sortir, aller danser, aller faire une discussion extra-académie. Et là, beaucoup de fois, ça vient de bonnes idées. Sur ces différents styles, Angola, la régionale ou dans la ligne,
en 1980, dans un article, on peut y lire qu'un, je cite, un bon capoeiriste se doit de jouer les deux styles, Angola et régional. Et en fait, vous étiez donc, Nestor Caporal, l'informateur du journaliste. Est-ce que actuellement vous êtes toujours de cet avis? Oui, pour les personnes qui ne comprennent pas, on peut dire que si on pense à la musique, on peut penser que Angola et régional sont les deux modèles basiques quando commence l'enseignement dans des académies, que les académies ont créées vers 1930 à Bahia, première avec Maître Bimba, qui a créé un style qui s'appelle régional, et 11 ans après, 1941, Mestre Pastinha, il a créé un style qu'il appelle Angola, et les personnes disent que c'est la capoeira traditionnelle. Ce n'est pas la capoeira traditionnelle, vraiment. Il a recortar, comment est-ce qu'on dit? Recoupé. Il a recoupé quelques éléments de la capoeira qu'il y avait à Salvador à ce moment. Il a monté son style. Il y a plein de choses dans son style qui ne sont pas traditionnelles. Tu peux pas jouer, il faut que tu joues avec la chemise dans le pantalon. Si ça sort, on doit t'arrêter. Il faut avoir des chaussures. Ça n'est pas traditionnel du tout. Hein? Et Maître Bimba, par d'autres choses, il a recoupé aussi des choses. Il a mis un truc un peu plus sportif, un peu de lutte, né? Sont deux styles un peu différents, mais ils sont les mêmes au regard des trucs d'académie. Toutes les deux sont faites dans les académies. C'est un nouveau moment et c'est avec les académies que la capoeira peut se espalhar, se diffuser. Se diffuser au Brasil e après en Europe, États-Unis et le reste du monde. Hein. Et le contraire de ces trucs d'académie, à ce moment-là, les années 1960, par exemple, c'était Mestre Valdemar. Il avait un barracão, ça veut dire un grand truc, une grande construction dans un place où les cantons de Liberdade, canton non, les quartiers de Liberdade à Salvador, et tous les dimanches, commence en roda là, qui commence à 11 heures du matin, ça va jusqu'à 6, 7 heures, et les mecs étaient là en train de jouer, il était une chose si... sans ces trucs d'académie, que les joueurs de berimbau, quando eles vendaient, il y avait un petit bistrot comme ça, qui vendait de la cachaça. Tous eles commençaient, par exemple, tim, tom, tom, tim, tom, tom, dans l'autre. Quand tous les trois commençaient ça, les mecs du bistrot venaient avec un gros verre de cachaça, ils donnaient de boire, et les mecs n'arrêtaient pas de jouer, tu vois. Aujourd'hui, si tu fais ça dans une roda, c'était un sacrilège. C'était une chose... Parce qu'aujourd'hui, c'est les profs de capoeira, c'est un peu comme un prof d'éducation physique ou voilà, quelque chose. Justement, sur un point plus historique concernant cette évolution, au Brésil, après cet aspect plus traditionnel et après justement le Pastinha et Bimba qui institutionnalisent dans deux directions différentes, Bimba attribuait non pas des ceintures, mais un foulard à nouer sur le cou en guise de reconnaissance après quelques 6 mois de formation. Et Nestor, comment s'est développée l'organisation des graduations? Bon, je n'ai pas fini le dernier. Si tu me demandais une chose, je sortais pour... Le final, si on doit faire la capoeira Angola et la capoeira régionale, je pense que oui, moi, c'est comme parler les français et les allemands, comme vous faisiez ici. Moi, je parle un peu de français, un peu d'anglais, un peu de portugais. Mais si les personnes ont passion pour un style, c'est bien aussi. Mais moi, je trouve que c'est la capoeira, toutes les deux. Mais tu as des expériences
plus d'un type de choses dans un style et des expériences un peu différentes dans un autre style. Pour ça, je pense que pour moi, ça m'enrichit pouvoir, par exemple, venir ici, parler français, que je ne parle pas bien, mais je me débrouille. Et comme ça aussi, je fais l'Angola, je me débrouille là, je fais la régionale, je me débrouille là aussi. Et j'ai mon style, si on peut parler, j'ai mon façon particulière aussi de jouer que j'ai... bon, voilà. Sur Angola régional, moi je peux parler de mon expérience propre. Un peu. Mais moi je dirais que j'ai appris les deux, quoi. Enfin, ici, Mimbash, Angola régional, pour moi, avec Lua, il n'y avait pas de grande distinction véritablement. Mais moi je me suis plutôt rapproché de la capoeira Angola parce que bon, je trouve que la capoeira régionale a énormément changé. Attends voir, ouais, à partir de 95, comme ça, je trouve que la capoeira régionale a beaucoup changé. Il y a eu de plus en plus... Moi, la capoeira régionale que j'ai, entre guillemets, appris, c'était plus une de bimba, comme ça. Des séquences de bimba, il y avait un ou deux armada pulada, des choses comme ça, mais voilà, c'était assez basique. Et puis, je trouvais qu'à partir des années 90 et quelques, ça a commencé à avoir... bon, je vais me faire des ennemis, mais j'appelais ça un peu le complexe du Brésilien. Une espèce de choses qui s'approchaient plus du taekwondo, par exemple, où les mecs ils te font 3 coups de pied sautés en l'air, des choses comme ça. Bon, ok, du point de vue physique et coordination, tout ça, super, j'enlève rien à la qualité technique de tout ça. Mais enfin, ce chemin-là, moi, il a commencé à pas tellement me convenir, quoi. Avec plein de trucs dans tous les sens, des vrilles et tout et tout. Et puis aussi, moi, la dernière grande rencontre de capoeira que j'ai fait, c'était en 92 à Hambourg, chez Siquiera, où c'était une rencontre assez chaude, avec un groupe de Recife et un groupe de Rio que je ne nommerai pas. Quelle année c'est ça? Hein? 92. En 92. 92. La rencontre. Je me rappelle. Voilà, il y avait Sorizo qui était là, il y avait voilà, et c'était infernal, c'était bagarre sur bagarre. Enfin voilà, moi j'étais allé avec mon gamin qui avait 2 ans, tout content. Hop, j'avais pris et on se retourne dans les rodas où il y a du sang, les mecs ils se sautent dessus, ils s'étranglent et tout. Ouais. Et j'avais déjà eu 2-3 prémices comme ça et des rencontres à Amsterdam avec la première génération d'Abada. Oui, oh, mais avec qui j'ai appris à connaître, parce que c'était Douenge, mais depuis j'ai appris à le connaître et il s'est bien arrondi les angles aussi, j'imagine. Non, j'ai vu quoi, enfin voilà, il a changé aussi. C'était la première génération qui arrivait en Europe et c'était voilà, ils sortaient de Rio tous comme ça et ils avaient besoin de montrer que c'était les plus forts. Ils étaient aussi très jeunes, quoi. Donc voilà, il y a cet esprit comme ça de coq, il y a un seul coq dans une basse-cour, c'était baston sur baston. Et je me souviens d'une roda à Amsterdam où moi je suis sorti parce que j'en avais marre, je jouais le berimbau, je chantais et ça n'arrêtait pas de s'agripper, de se prendre, de se jeter comme ça. Et moi ça ne correspondait pas du tout à une capoeira que je la connaissais mais ça ne me convenait pas et je n'avais pas envie de cautionner ça. Chez Jean Piqueño, ce que j'avais vu et chez Curio où je suis allé après plus tard aussi, quand ça commençait vraiment à s'agripper, les gens ils coupaient le jeu, ils disaient vous allez régler vos comptes dehors et ici on fait de la capoeira. Des fois la capoeira elle peut chauffer, il peut y avoir des cabeças, des choses comme ça, mais à mon humble avis ça doit rester dans le respect, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des cabeças au visage, on ne donne pas des coups de poing au visage, enfin on peut déséquilibrer. Le but pour moi c'est d'essayer de déséquilibrer l'autre, de le faire tomber, enfin voilà, ça doit rester un jeu. Et puis ben effectivement en 92 c'était super chaud, il y a eu des dents cassées, des choses comme ça. Et bon, moi, depuis cette époque-là, je me suis dit, mais ouais, faut que j'avais plus grand-chose à faire, effectivement, avec ce type de capoeira régional. Maintenant, j'ai aucun problème avec les gens qui jouent régional, mais c'est vrai que j'ai une affinité de cœur un peu plus avec l'Angola. Et c'est pour ça qu'à un moment, ben voilà, j'ai décidé de me dire que je serais plutôt là-dessus, quoi. À partir d'un bon séjour chez Mesh Curio, où ça m'a vraiment... j'ai dit, voilà, je vais faire ça, ancré. Mais c'est vrai que quand on est sorti de la roda à Amsterdam, on s'est fait
j'ai eu beaucoup de mal à partir avec China, qui était encore là à l'époque, qui m'a dit « Mais c'est quoi cette bande de pacifistes? La violence, elle existe !» et tout, et tout. Je dis « Oui, la violence, elle existe, mais moi, je fais de la capoeira ou des arts martiaux pour apprendre à la gérer et la contrôler, et j'ai aucune envie de commencer. J'ai pas besoin de me battre dans une roda de capoeira pour montrer à quelqu'un que je suis le plus fort. Enfin, je me battrai le jour où j'ai une bande de grosses skins en face de moi et que ça vaudra la peine, des gens avec qui on peut pas causer, mais dans une roda, si je veux me battre, je vais faire voilà, du full contact ou du kickboxing où la situation est claire, il y a des catégories de poids et des choses comme ça. En capoeira, pour moi, il y a quelque chose qui cloche quand tu as un mec de 1m90 bodybuildé qui prend un capoeiriste super bon techniquement, qui rentre une cabeçade au moment où il faut, etc. Mais que le mec il fait 1m50 et 50 kg tout mouillé, que l'autre il le prend par les oreilles, il le sort comme ça. Je trouve que ça ne va pas. Voilà. Et je me suis fait plein d'ennemis à cause de ça, mais je continue à penser que voilà, moi c'est pas la capoeira que j'ai envie de pratiquer, que j'ai envie de passer, et c'est pas ce que j'ai appris. Et voilà. Moi, je dirais qu'un peu tout a été dit, effectivement. Donc, pour parler des deux styles de jeu, moi, je suis pour les deux jeux, absolument. Enfin, je pense que c'est important. Je fais un petit peu une différence, mais je parle un peu d'une conversation, je veux dire une conversation longue et posée. Effectivement, je l'associe plus à un jeu d'Angola et une conversation rapide, dynamique, à un jeu régional. Donc, pour moi, j'associe vraiment la capoeira à la façon de parler aussi. Maintenant, c'est vrai, effectivement, je suis d'accord avec Tartarou que dans les années 95 à 2000, en Suisse particulièrement, il y avait la génération homme-bombe. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il arrivait des monstres, c'est impressionnant, quoi. Et quand on rentrait dans les runs, on était là, c'était tout juste pas si on osait lui serrer la main. C'est vrai, j'exagère pas du tout, il y a eu ça. Et je comprends aussi que peut-être, en même temps, le côté peut-être un peu capoeira Angola, il était peut-être un peu plus accessible, même s'il existe aussi quand même beaucoup de rivalité dans ce milieu. À ne pas oublier aussi, hein, donc dans Angola, il y a aussi beaucoup de méchanceté. Je dirais qu'on ne peut pas dire qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre. Je pense qu'il est intéressant aussi, c'est de dire, ben voilà, on fait de la capoeira, on fait deux styles et on accepte les deux différences aussi. C'est ça, je pense, à mon avis. Je vais faire une grande phrase philosophique, comme j'aime, et où je dirais que c'est tout bonnement l'être humain dans toute sa splendeur, en dehors du style. Tu as des gens régionaux super bien, et tu as des angoleros qui sont misérables, et qui, dès qu'ils peuvent, te mettront un... Et oui, il faut le dire, il faut arrêter de... et qui te mettront un coup de boule dans le pif dès qu'ils peuvent, au bout de 30 secondes de jeu. Un régional, peut-être qu'il te sautera dessus pour t'étrangler, voilà, mais dans l'ensemble, c'est juste... voilà, je l'ai dit. Je peux dire quelque chose. Oh oui. Je pense que les choses les plus importantes n'importent pas notre tendance, notre préférence, c'est qu'avec cette diversité de styles, d'idéologies, tout ça, ça c'est bon pour le public et pour la capoeira. Parce que si tu vas faire ça, et tu vas voir qu'il y a des différentes ambiances. Né? Si tu as un mec qui a des fantasies d'un type de choses et des idéologies d'un type de... Tu vas trouver une place là, ou peut-être tu fais ça et ça. Ça, je pense que c'est, dans une macro-vision, pour moi, c'est le plus important. Est-ce que tu peux nous donner encore quelques mots sur le début des graduations? Comment ça s'est formé? Bon, dans 1960, jusqu'à 1960, la seule graduation qu'il y avait, c'est une graduation qui n'était pas très visible. Maître Bimba, quando ele commence sa académie à Salvador, il donnait un cours de 6 mois, et après 6 mois, tu as fini cette cours, il te donnait un foulard bleu, je pense. C'était bleu, un foulard bleu. Tu as fini ce cours-là. Après, tu fais la spécialisation, que c'était 3 semaines, et te donnait un foulard rouge.
Et à ce moment-là, né, 1930, 40, 50, déjà avec 6 mois de capoeira, tinha até un capoeirista formé, 3 semaines spécialisées, tout ça. Et les graduations, C'est les ça. chaises longues. Bon, ça commence à 1900, les 1960 au Brésil, au Rio. On avait 7 groupes, les Senzala, qui étaient fortement influencés par le style de Maître Bimba. Il y a até des gosses, à ce moment-là, qui avaient 13, 14, 15 ans, ils commençaient à s'entraîner autodidate. Ils étaient à Bahia, ils ont pris 1 mois, 2 mois. Et dans ce moment-là, au Brésil, les judo, les jiu-jitsu brésiliens, et spécialement, il arrivait à Rio un mec, Sensei Tanaka, professeur, maître Tanaka, né, du karaté, Shotokan, qui était champion plusieurs fois de trucs universitaires au Japon, que c'était le plus fort. Il était incroyable, il avait une technique. Et nous, né, moi et les autres gosses, ce moment-là, on avait 16, 17 ans. On allait pour regarder, faire des cours avec les boxe, le jiu-jitsu, le judo. On était intéressé dans ça. Matanaka, c'était le plus impressionnant parce qu'il avait une technique extraordinaire. Hein? Et, évidemment, il avait tous ces trucs de les blancs et les ceintures et tout ça. Et à côté de ça, on a vu aussi que, par exemple, le judo et le karaté, parce qu'il y avait cette visuel clean, né? Cette visuel bien organisé, tout ça, visible, né? Et ça attirait beaucoup les pères, la mère. Il arrivait là, il voit tout le monde en blanc, toute cette... Et économiquement, ça marchait très, très bien. Dans les box, c'était pas comme ça. Vous voyez là, tous les mecs, chacun avec la famille peut-être. Né? Et ce moment-là, c'est un moment de séduction et de conquistar, de conquérir la classe moyenne. Ça commençait avec Mestre Bimba, né? Et aux 60, ça marchait comme ça aussi. Et dans les groupes Senzala, qui ont déjà, dans 1965, 1968, commence à se tourner hégémonique au Brésil, à Rio, et à côté, parallèlement, d'une façon complètement différente, à São Paulo, que c'était la plus grande ville au Brésil, qu'il avait arrivé quelques jeunes maîtres à ce moment-là. Aujourd'hui, sont tous éveillés de 65, 70 ans, comme moi, né? On arrivait à São Paulo como Suassuna, acordeon. Ils aussi commençaient un truc. Mais à Rio, par exemple, les trucs intéressants, né, que ces groupes Senzala, les mecs qui avaient 15 ou 16 ans, ils avaient son première exhibition, Clube Germania. E les mecs là disent, ça va, vous va faire une exhibition de capoeira. Ils disaient, ils étaient très contents, né? Jamais ils avaient fait ça. Ils disent, vous avez un uniforme, évidemment. Et les mecs, ils pensaient, oui, on a un uniforme. Como é o nome do grupo? Du groupe n'avait pas un nom. Tu vois? Et ils disent, oui, papa. Ils retournaient les jours suivants. Notre groupe s'appelle Groupe Senzala. Ils ne savaient pas si c'est Senzala, Quilombo. Je n'étais pas là à ce moment. J'ai entré après, né? J'étais avec Leopoldino, les mecs qui... Et il faut avec un uniforme. Et à ce moment-là, il y avait des chaises longues, portables, qui t'amenaient à la plage. C'est une chose avec un truc comme ça, né? Et il y avait un coton très fort qui était raillé de blanc et rouge ou de blanc et bleu. Et nous avons vu déjà les dessins de Rugenda de 1835 et Debré de 1820.
1825, les esclaves, beaucoup de portaient des pantalons qui venaient à moitié de la jambe ici, né? Ils étaient, né? Ils disaient, bon, il ne faut pas qu'on imite les judo et le karaté. On va faire une chose, il faut qu'on fasse... Ils font un uniforme blanc pour les cours, mais pour les exhibitions, cette première exhibition, ils ont acheté les cotons pour faire ces... Parce qu'il est là, c'est pas ils étaient dans a loja, como é que se diz? Au magasin, on fait ça. Ils ont mis une ceinture rouge. Et ils pensaient, il faut qu'on mette une corde, qu'ils avaient que les esclaves, ils ont monté une corde rouge, que c'est différent d'une ceinture noire. Et après ça, quand ils commençaient à être, ou déjà 65, ils commençaient à être plus organisés, ils donnaient des cours réguliers, ils, ou nous, on imitait Vous avez imité les systèmes de judo et de karaté. Ouais. Voilà. Mais il faut faire un peu de chance parce que ça... Mes compagnons n'aiment pas trop cette vision que j'ai de déroulement des choses. Ils ont des autres explanations différentes de moi. Mais c'est comme ça que je vois le truc. Je vous propose qu'on termine et que vous nous dites comment vous voyez, comment vous aimeriez voir le futur de la capoeira en Europe, soit en réalité ou dans votre vision personnelle. Donc le futur de la capoeira, donc après, comme j'ai bien aimé ta question, bah, c'est comment vous le voyez et puis comment vous le voulez. Donc comment je le vois, déjà il y a une chose importante, de toute façon j'ai encore beaucoup de contacts avec le Brésil, hein, tu sais, c'est qu'il y a quand même au Brésil beaucoup de jeunes qui rêvent de venir donner des cours de capoeira en Europe. Donc il est toujours inculqué à la génération des méga groupes au Brésil, travaille bien, tu iras un jour dans le monde extérieur pour donner des cours de capoeira. Et je pense qu'il n'y aura plus de place pour ces gens-là. Ça, je pense effectivement que malheureusement, donc, on est en train de leur donner des faux espoirs pour ceux vraiment qui vont dans ce sens-là. Ça, c'est une chose. Après, je pense donc l'évolution... Il y a un équilibre déjà, né? Oui, exactement. Entre l'offerte et la demande. L'équilibre est déjà là. Après, je pense qu'il y aura de plus en plus de groupes comme Tartaruga, comme Monica, comme nous, j'espère, qui arriveront aussi à assimiler aussi de plus en plus notre culture à l'intérieur. Donc, à nouveau, un métissage de chaque pays dans la capoeira. Ce qui est positif, personnellement. Voilà, pour être court et rapide, ce que je dirais. Eh bien, moi, j'espère qu'on va réussir à faire plein de rodas ensemble, quel que soit le style, l'âge, le sexe, le niveau, et que ça va continuer comme ça. Voilà. Rock and roll. Yes, I do. Je pense qu'une tendance très forte, c'est ça que tu as montré dans ton travail avec ces groupes de Berlin. Même au Brésil, dans une nouvelle génération de capoeiristas qui ont 20 à 35 ans d'idade, mas les mecs, il a 22 ans, mais son père peut-être était un mec, il fait capoeira à 22 ans, tu vois. Je parle de mecs qui jouent très, très bien, ils connaissent bien l'histoire, déjà ils voyager pour le monde, ils ont 25, 26 ans, ils veulent faire une chose un peu plus libre, pas les trucs trop de compétition entre les groupes, les styles, bababa. Ils vont se réunir dans un truc de camaradage, etc. Je pense que ça, c'est une tendance très forte, très positive. Et en Europe, je pense que c'est plus facile de ça se développer. Capoeira é liberdade. Capoeira é liberdade. Quand même, à la base. Il ne faut pas l'oublier. Ça vient de là. Moi, je vous remercie pour votre participation, Nestor. Une participation, à mon sens, exceptionnelle, parce que tu as la capacité de comprendre tout ce qui s'est passé, cette évolution, en ayant participé, et aussi en l'ayant suivi depuis le Brésil à
avoir une compréhension que j'aimerais qualifier d'empathique. Et puis pour nos témoins suisses, eh bien, c'est important parce qu'il me semble que faire des archives, en quelque sorte, c'est aussi participer à la patrimonialisation de la capoeira. Et Gérard, je crois que tu peux nous dire quelques mots sur le festival. Ouais, je vais dire un petit peu le mot de la fin, vu qu'il ne nous laisse plus beaucoup de temps. Déjà, maintenant que voilà, le but du festival, Capoeira Festival, c'est, comme vous pouvez le constater, vous avez vu la liste de professeurs, c'est de faire ce lien Brésil-Suisse. Vraiment de dire, ben voilà, il y a des groupes qui existent chez nous, et puis j'ai envie de les découvrir, j'ai envie qu'il y ait un échange avec ces groupes. Ce débat, je trouve génial, bon, déjà d'avoir eu l'opportunité que Monica accepte de faire ce débat, que Nestor soit présent, d'avoir des professeurs qui ont de l'expérience depuis longtemps en Suisse, c'est vraiment génial. Ben, ça apporte aussi, je dirais, une prise de conscience sur où en est la capoeira aujourd'hui, et même si on peut parler tout ce qu'on veut, mais quels sont nos rêves? Parce que je pense qu'en fin de compte, pour conclure, en capoeira, nous sommes tous des débutants, mais il y en a certains qui débutent depuis plus longtemps que d'autres. Voilà.